Bonjour et bienvenue à cette révision sur la tarification bayésienne qui va reprendre après la mise en situation faite en direct, au cours de laquelle nous avons tâché de déterminer le niveau de risque de 3 personnes. Pour cela, nous avons observé l'expérience de sinistre de ces 3 personnes et nous avons révisé notre opinion a priori à l'aide de la règle de Bayes. Salutations spéciales à Olivier. Au terme de notre mise en situation, ce qu'on a étudié, c'est le modèle d'hétérogénéité qui est vraiment au cœur de la théorie de la crédibilité de précision, modèle qui a été élaboré par Bullman à la fin des années 1960. Donc l'idée, c'est qu'on a un portefeuille d'assurance qui est considéré hétérogène. Donc chaque assuré a son niveau de risque. Et comment est-ce qu'on représente ça à l'aide d'un modèle mathématique? Bien, on va supposer que le niveau de risque est représenté par une variable aléatoire que l'on note habituellement θ, et que ce θ représente le niveau de risque de l'assuré. Évidemment, et c'est là un élément clé, c'est que cette variable aléatoire-là est considérée non observable. Parce qu'autrement, le problème serait très facile si on était capable de connaître avec certitude le niveau de risque d'un assuré. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on considère que les sinistres d'un assuré sont conditionnellement indépendants lorsque l'on connaît ce niveau de risque. Ça donne lieu à ce qu'on appelle le phénomène de contagion apparente, c'est-à-dire donc des variables aléatoires qui sont indépendantes en réalité conditionnellement, mais que si on ne connaît pas la condition, les variables aléatoires semblent dépendantes. Je l'avais expliqué ça lors de l'activité en direct. Ensuite, l'élément clé, c'est de se dire que les variables aléatoires θ majuscule qui donnent les niveaux de risque aux assurés sont identiquement distribués, ce qui fait en sorte que les assurés au sein du portefeuille, bien que différents, bien qu'ayant chacun leur niveau de risque différent, demeurent semblables quant à leur niveau de risque, puisque ces niveaux de risque proviennent tous de la même distribution. Donc, dans le modèle, on pourrait difficilement, par exemple, justifier qu'on aurait au sein d'un même portefeuille d'assurance, par exemple, en accident du travail, une personne qui travaille en actuariat, par exemple, et un travailleur dans l'industrie de la démolition, donc où les niveaux de risque sont extrêmement différents. Okay? Donc, si on prenait ces deux exemples-là, on dirait que les variables aléatoires qui distribuent les niveaux de risque ne sont vraiment pas les mêmes. La prochaine question qu'il faut se poser, c'est quelle est la prime à charger à nos assurés au sein de ce portefeuille qui est hétérogène. On a 3 grands choix qui s'offrent à nous. Le premier choix, c'est ce qu'on pourrait considérer la prime idéale, qui est qu'on va appeler dans le cours la prime de risque, c'est-à-dire le montant espéré des sinistres d'un contrat, sachant son niveau de risque. Donc la prime que l'on chargerait à un contrat si on connaissait le niveau de risque de ce contrat. Évidemment, cette prime-là, elle est inconnue. C'est celle qu'on va essayer d'estimer le mieux possible. Donc c'est une prime essentiellement théorique. Vous voyez qu'on la note mu de θ pour mettre en exergue le fait qu'elle dépend du niveau de risque θ du contrat ou de l'assuré. L'autre choix que l'on a, puis c'est surtout le choix que l'on a la toute première année lorsqu'on n'a aucune expérience, mais qui pourrait aussi être le choix qu'on appliquerait en tout temps, c'est de charger à chacun des assurés la moyenne, la prime de risque moyenne, ou la moyenne de toutes les primes de risque possibles. Donc la moyenne sur toutes les valeurs possibles de θ de la prime de risque. Donc que l'on note l'espérance de mu de θ. La moyenne de toutes les primes de risque. Et cette prime-là, on va la noter dans le cours M. C'est la prime collective. On l'appelle la prime collective. Pourquoi M, vous pourriez peut-être demander? C'est une notation qu'on retrouve quand même assez souvent dans la littérature en crédibilité, surtout dans les manuels américains, parce que c'était appelé la manual premium. Vous allez l'avoir aussi souvent noté M majuscule. La manual premium, qui voulait dire un peu la prime qu'on le retrouve dans le grand manuel. Okay? Donc, celle qu'on va chercher le gros livre là, dans les archives et on l'ouvre à une certaine page et puis on trouve la manual premium. C'est pour ça qu'on la note M. La prime collective. La prime de risque moyenne. Évidemment, puis ça on l'a présenté dès la toute première séance de cours, ce n'est pas une prime qui est soutenable à long terme,
dans un contexte où on a de la compétition, parce que ça va donner lieu à un phénomène d'antisélection. Ce qui va arriver, c'est qu'il y a des gens qui ne paieront pas suffisamment cher, qui vont rester avec nous, et ceux qui paient trop cher vont s'en aller ailleurs. Également, c'est une prime qui est inéquitable entre les assurés, puisqu'elle ne répartit pas le risque équitablement ou les coûts, équitablement entre les assurés en fonction de leur niveau de risque. On a la même prime pour tout le monde. Alors là, on a deux problèmes encore. On a une prime qu'on n'est pas capable de calculer et une autre qui est inéquitable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de trouver une meilleure prime à charger à chacun des assurés? On a déjà vu un petit peu la mécanique à l'aide de la mise en situation. On sait qu'au fur et à mesure que l'on ramasse de l'expérience sur chacun de nos assurés, on est mieux en mesure d'établir quel est le niveau de risque des assurés à l'aide de la prime de base. Donc, ça nous permet de calculer une distribution a posteriori, donc la distribution du niveau de risque, étant donné l'expérience que j'ai accumulée pour un assuré. C'est ce qui va nous amener à ce qu'on appelle la prime bayésienne. Donc, on va réviser notre jugement sur les assurés et ensuite, on a encore la question à se poser, maintenant que j'ai cette expérience-là, quelle est la meilleure prime à charger à mes assurés? Et là, ce qu'on peut établir d'un point de vue mathématique, c'est dans quel sens on va dire quelle est la meilleure prime à charger. On va se dire, puis souvent en mathématiques, quand on parle de meilleur, on utilise quelque chose qui est facile à calculer, c'est l'erreur quadratique moyenne. Donc, quelle est la prime la plus près de la vraie prime de risque, parce que la vraie prime de risque, c'est celle qu'on voudrait estimer, quelle est la prime ou la fonction des observations qui est la plus près de la prime de risque au sens des moindres carrés. Et lorsque on fait le développement mathématique pour quelle est cette prime-là, on trouve que cette meilleure prime-là est la moyenne de toutes les primes de risque calculée à partir de la distribution a posteriori. Et c'est ça qu'on va appeler la prime bayésienne. Donc, la moyenne de toutes les primes de risque calculée sur la distribution a posteriori. Donc, ce que vous devez voir dans la notation espérance de mu de θ, sachant l'expérience, S1 jusqu'à Sn, c'est que la variable aléatoire à partir de laquelle on fait le calcul de l'espérance, c'est la variable aléatoire θ, sachant S1 jusqu'à Sn. Et on calcule donc une fonction de cette variable aléatoire-là, qui est la fonction mu qui nous donne la prime de risque. Donc, la moyenne de toutes les primes de risque calculée à partir de la distribution a posteriori. Ici, il est important de noter que, au sens des moindres carrés, toujours, on ne peut pas faire mieux que la prime bayésienne. La prime bayésienne, c'est vraiment la meilleure fonction des observations pour estimer la prime de risque d'un assuré. Okay? Gardez ça en tête, on ne peut pas faire mieux que la prime bayésienne. Ici, je ne reviendrai pas sur certains des éléments du chapitre où on a fait le calcul de la prime bayésienne pour plusieurs combinaisons de distributions différentes. Mais ce qui est important ici, c'est que vous avez vu que dans certains cas, lorsqu'on choisit bien notre combinaison de distribution, on arrive à un cas où la prime bayésienne se trouve à être une fonction linéaire des observations que l'on peut écrire de la forme suivante. Un facteur z, un nombre entre 0 et 1, fois la moyenne des observations, donc fois S bar, plus 1 moins z fois la prime collective. Lorsqu'on a une prime de cette forme, on appelle ça une prime de crédibilité. Et les primes de crédibilité, on les aime vraiment. Pourquoi? Parce qu'elles sont simples. Premièrement, une fonction linéaire, c'est toujours plus simple qu'une fonction qui n'est pas linéaire. Ensuite, comme le facteur de crédibilité z est toujours entre 0 et 1, bien, cette prime linéaire-là, elle est facile à interpréter. On va dire à quelqu'un, la meilleure prime à te charger, c'est quelque chose qui se situe entre la prime du groupe et ta prime individuelle. Ça, c'est facile à comprendre. Vous noterez ici que Whitney, dès 1918, c'est déjà ce qu'il avait obtenu comme résultat.
mais son article avait été mis un petit peu de côté, comme je vous avais expliqué au tout début du cours, parce que, ou plutôt au courant du chapitre 2, parce qu'il utilisait la règle de Bayes et tout ça, ça avait été mis de côté. C'est vraiment Bailey en 1950, toujours dans les Proceedings de la CAS, qui a redonné ses lettres de noblesse, si on veut, aux travaux de Whitney, et qui a démontré que la prime bayésienne peut parfois être une prime de crédibilité. Dans tous les cas où la prime bayésienne est linéaire, c'est-à-dire que ça se trouve être une prime de crédibilité, on a que le facteur de crédibilité est de la forme n sur n plus une constante, où n est le nombre d'années d'expérience et k est une constante qui dépend des paramètres de la loi de θ et de la loi du montant des sinistres. Il est intéressant ici de regarder comment est-ce qu'on peut interpréter la valeur du facteur de crédibilité en fonction des éléments qui se trouvent à l'intérieur du facteur de crédibilité, donc la valeur de n et la valeur de la constante k. Première des choses, on voit facilement évidemment que le facteur de crédibilité z tend vers 1 quand la constante k tend vers 0. Et vous regarderez pour n'importe quelle combinaison de distribution qu'on a vue dans le chapitre, cette constante k tend vers 0 lorsque la distribution de θ est très évasée. Et ce que ça signifie, c'est qu'il y a un grand niveau d'incertitude sur le niveau de risque d'un assuré. Donc, on peut l'interpréter comme ça, regarder la distribution de θ comme la distribution du niveau de risque d'un assuré et dire qu'il y a une grande incertitude sur le niveau de risque de cet assuré. Ou alors, vous pouvez l'interpréter plutôt d'un point de vue un petit peu plus collectif, puis de vous dire que les niveaux de risque au sein du portefeuille sont très différents, puisque la variable aléatoire θ, la distribution de θ, donne plusieurs valeurs différentes de θ. Dans un cas comme dans l'autre, ce que ça signifie, c'est qu'il y a une grande incertitude sur le niveau de risque de l'assuré ou des assurés. Et dans ce cas-là, comme il y a énormément d'incertitudes sur le niveau de risque, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se fier davantage à l'expérience individuelle au fur et à mesure qu'elle rentre. Donc, c'est pour ça qu'on va donner un facteur de crédibilité qui est élevé à l'expérience individuelle parce que c'est la meilleure information dont on dispose. Okay? Du fait qu'il y a énormément d'incertitudes sur le niveau de risque des assurés. À l'inverse, le facteur de crédibilité tend vers 0 quand la constante k tend vers l'infini. Et encore là, faites l'exercice, vous allez voir que la constante k, elle devient très grande quand les distributions de θ sont très concentrées. Et ce que ça signifie, une distribution très concentrée, c'est qu'on est presque certain du niveau de risque d'un assuré, ou alors, encore de l'interprétation plus collective des choses, les niveaux de risque, sont à peu près les mêmes pour tout le monde au sein du portefeuille. Bien, dans ce cas-là, soit je suis certain du niveau de risque d'un assuré, je n'ai pas vraiment besoin de regarder son expérience individuelle parce que je sais déjà pas mal quel est son niveau de risque, ou alors j'ai un portefeuille qui est très homogène et il convient dans cette situation-là de charger la même prime à tout le monde puisque c'est une prime qui est juste pour tous les assurés. Donc, peu importe la manière que vous prenez pour interpréter les résultats, vous en arrivez à la conclusion qu'on peut donner un gros poids à la prime collective, qui est tout à fait juste et équitable pour tout le monde, et ne pas tellement se préoccuper de l'expérience individuelle. Donc, ça justifie que le facteur de crédibilité soit petit. Le dernier cas, qui est le plus simple, c'est évidemment que le facteur de crédibilité tend vers 1 quand n tend vers l'infini. Évidemment, ça c'est intuitivement assez clair, puis ça va aussi avec les préceptes qu'on a vus, je dirais plutôt les principes qu'on a vus en crédibilité de stabilité, qui sont que plus on accumule d'expérience sur un assuré, plus on peut donner de poids à son expérience individuelle. Au fil du chapitre, vous avez vu 5 combinaisons de distribution principales qui font en sorte que la prime bayésienne est une prime de crédibilité ou une prime bayésienne linéaire. Poisson gamma, exponentielle gamma, normale, Bernoulli bêta et géométrique bêta. Faites juste attention ici, quand on parle de l'exponentielle gamma, c'est vraiment le cas où c'est une exponentielle qui a une espérance de 1 sur θ. Donc, faire bien attention, c'est l'exponentielle a une moyenne de 1 sur θ, mais c'est la variable aléatoire θ qui a une distribution gamma. Donc, faire attention parce que dans le cas exponentiel gamma, on a que la prime de risque, c'est 1 sur θ,
Ce n'est pas 1 sur θ qui a une distribution gamma. On doit calculer l'espérance de 1 sur θ où θ a une distribution gamma. Donc, faites juste attention à cet élément-là. Aux 5 cas que je viens de nommer, se rajoutent en fait toutes les convolutions de ces cas-là. Donc, par exemple, des sommes de poissons, ben là, c'est encore une distribution de poissons. Ça fonctionnerait. Mais si on regarde exponentielle gamma, ben en fait, des sommes de lois exponentielles, ça donne une loi gamma. Le cas gamma-gamma fonctionne également. Somme de lois normales, c'est des lois normales. Somme de Bernoulli, là, on arrive sur la distribution binomiale. Le cas binomial bêta fonctionne également, nous donne aussi une prime bayésienne qui est linéaire. Et le dernier cas, géométrique bêta, des sommes de distribution géométrique, c'est une binomiale négative. Donc, binomiale négative, bêta, est également un cas où la prime bayésienne est linéaire. Je vais terminer cette révision avec un résultat qui est quand même intéressant ici. Vous devez savoir, c'est surtout des éléments de vocabulaire, bien franchement. Donc, on dit qu'en analyse bayésienne, quand la distribution a posteriori d'une variable aléatoire est du même type et de la même famille que la distribution a priori, ben, on dit que la fonction de vraisemblance qui est associée à la distribution a priori et la distribution a priori, on dit qu'elles sont des conjugués naturels. C'est un terme commun en analyse bayésienne. Ensuite, vous avez qu'il s'avère, dans les 5 cas qu'on a mentionnés précédemment, que toutes les distributions de vraisemblance, la distribution de S sachant θ, si vous préférez, donc la Poisson, l'exponentielle, la normale, la Bernoulli et la géométrique, bien, il s'avère que ces distributions-là font toutes partie de la famille exponentielle. Donc, c'est une famille de distributions dont on reconnaît les membres au fait que leur fonction de densité de probabilité ou leur fonction de masse de densité ou de masse de probabilité peut s'exprimer d'une certaine manière que vous avez écrit ici à la diapositive. Et comme je l'ai mentionné lors d'une rencontre en direct, ce n'est pas évident dans tous les cas qu'on peut écrire les fonctions de masse de probabilité ou les fonctions de densité de cette forme-là. Mais prenez ça pour acquis que les lois que j'ai mentionnées précédemment font toutes partie de la famille exponentielle univariée. Alors, ce que M. Jewell en 1974 a démontré, c'est que lorsque la fonction de vraisemblance est un membre de la famille exponentielle et qu'on utilise sa conjuguée naturelle pour la distribution de θ, alors on obtient nécessairement une prime bayésienne qui est linéaire. Donc ça vient un petit peu confirmer tous les cas qu'on a étudiés dans le chapitre, mais les unifier, donc c'est une belle théorie unificatrice qui vient dire qu'en fait, ces cas-là, ils avaient tous quelque chose en commun, fait qu'on pouvait tirer une conclusion générale de chacun de ces cas. Évidemment, la question ensuite se pose à savoir si on peut aller en sens inverse. Est-ce que la prime bayésienne est linéaire uniquement lorsque on a une fonction de vraisemblance issue de la famille exponentielle et qu'on a une distribution de θ qui est la conjuguée naturelle de cette fonction de vraisemblance? Donc, est-ce qu'on peut regarder la relation en sens inverse? Bien, il s'avère que c'est une conjecture. Okay? Donc, il y a eu un autre article qui a été publié en 1982 qui a établi qu'on peut uniquement démontrer que c'est le cas avec les membres de la famille exponentielle. On n'a pas trouvé de cas contraire, mais on n'est pas capable de démontrer que la relation est vraie de prime bayésienne linéaire vers nécessairement famille exponentielle. Mais on n'a pas été capable de démontrer que ce n'était pas le cas non plus. Alors, c'est ce qu'on appelle une conjecture. Et on en est encore là aujourd'hui à se dire, on ne connaît pas d'autres cas, on pense que c'est vrai, mais on n'est pas capable de démontrer que c'est vrai hors de tout doute. Voilà, ça complète la révision sur la tarification bayésienne. J'espère que la vidéo vous aura été utile.